Alors comme ça, Bernard-Henri Lévy, vous êtes woke? Vous êtes éveillé toute la nuit? Écoutez, oui, je n'ai surtout pas attendu les woke pour être éveillé, je peux vous dire. Vous avez vu ce vil stratagème pour capter le téléspectateur? Oui. Bernard-Henri Lévy est woke. Oui, mais ça ferait un bon titre d'article. Je ne suis pas sûr que je le prendrais très bien, mais en effet, je n'ai pas attendu ce mouvement ridicule pour être réellement éveillé à tout ce qui me semble important et qui passe en tout cas sous mon regard, c'est-à-dire les malheurs du monde. Bonsoir, merci de passer la soirée avec nous. Oui. Bon, on va expliquer pourquoi je vous dis ça, mais d'abord, il faut que vous nous expliquiez où on est. Là, nous sommes dans les locaux de la Règle du Jeu. Oui. Voilà. Et je suis avec la directrice de la rédaction de la Règle du Jeu, Marielle Fransat, et son adjoint, Félix Leroy. Voilà. Et ils sont en train de boucler, le prochain numéro de la revue qui sort dans quelques jours, et qui est un numéro consacré à l'affaire Pellico. Voilà. Oui. Alors ça, ce sera donc la couverture. La couverture du numéro qui sort dans quelques jours, et c'est l'affaire Pellico vue par des écrivains. Voilà, il y a un très beau texte de Nathan Devers. Oui. Ah, qu'on a reçu dans l'émission, Nathan. Que vous avez reçu, absolument, je le sais. Il y a un très beau texte d'Arthur Dreyfus. Et puis, je ne vais pas tous les citer parce que c'est pas élégant vis-à-vis de nos auteurs. Mais enfin, voilà, il y a des... Voilà, il y a de très beaux textes, courts et brillants textes de Marc Lambron. Catherine Clément, bien sûr, Roger Paul Droit, Irina Shevchenko, voilà, Sophie Montanel, enfin bref, voilà. Donc on est en train... Mathieu Slama, ça je suis ravi que vous l'ayez eu. Et c'est le fils d'un éditorialiste célèbre du Figaro, je vous dis. Slama. Évidemment. Alain Gérard Slama, qui est mon contemporain, que j'ai connu en 1974. Il a un fils qui s'appelle Mathieu Slama et qui est un très brillant essayiste. Vous ne savez pas qui est Alain Gérard Slama? Non. Alors, écoutez, vous savez quoi, en rentrant, réviser mes chefs vont me prendre entre quatre yeux demain matin en me disant hop, tu te remets, là, tu vas voir les archives. Slama a été, à mon avis, peut-être plus maintenant, mais enfin, jusqu'à une date très récente, une voix importante du Figaro. Il avait fait un livre il y a 30 ans peut-être, qui s'appelait Les Chasseurs d'Absolu, chez Grasset, sur le clivage droite-gauche, qu'est-ce qui ne marchait pas, que le problème, c'est que le vrai clivage, c'était pas la droite et la gauche, mais c'était les ivres de l'absolu, prêts à sacrifier l'humanité pour un rêve absolu, et puis les modérés camusiens, mettons, qui est un livre majeur. D'accord. Publié chez Grasset. Et c'est un éditorialiste de votre journal. La Règle du Jeu. Alors, ça a été créé quand? 1990, c'est ça? Maria. 89. Pourquoi? Et comment vient l'idée? L'idée, elle vient, la date vous le dit, hein, l'idée elle vient avec la chute du mur de Berlin, avec l'idée que le temps, que l'Europe est en train va se réunifier, que le temps du partage de l'Europe considéré comme une chose fatale est terminé. 2, qu'avec cette réunification va revenir le temps des nationalismes. Vous l'aviez déjà anticipé, ça. Ah oui, c'est dans l'édito du numéro 1. On n'a pas le numéro 1 ici? Ah oui, ils sont tous là. Vous allez voir. Je vous montrerai. À mon avis, je prends un risque, mais je pense que ça doit être dans l'édito, éditorial, page 4. Ouais. D'autant qu'au même moment, donc on doit dire que c'est formidable pour l'Europe, d'autant qu'au même moment, des profondeurs de cette Europe qui, comme par enchantement, retrouvait liberté et identité, remontaient des voies qui n'étaient pas toutes ni toujours celles que l'on espérait. Ici, c'était une guerre tribale, là un ressentiment, ailleurs un antisémitisme qui ne craignait plus de s'afficher. Partout, d'un bout à l'autre de ce monde qui s'ébrouait, c'était des paroles très anciennes, longtemps gelées,
qui, à la faveur de la débâcle, retrouvait droit de cité. Si bien qu'il n'était pas exagéré de prévoir que l'Europe qui naîtrait du tumulte serait à nouveau divisée, non plus par une frontière d'empire délimitant deux sortes de pays aux régimes politiques opposés, mais par une ligne plus diffuse, plus insidieuse, qui passerait désormais à l'intérieur de chacun, d'un côté, une Europe nationaliste, identitaire, régressive, populiste, de l'autre, une Europe ouverte, démocratique, cosmopolite. Mais alors, Ça, vous étiez en avance sur votre temps ou Attendez. c'était déjà le cas? Parce que première année, mai 1990. Voilà. ouais. Mais alors, c'est parce qu'aujourd'hui, on dit que ça y est, le populisme traverse les nations. Et que Riyad cadre, là, c'est le deuxième paragraphe. J'imagine que là, ce que vous venez de me lire, vous ne l'avez pas dit de tête. Je vois bien que vous l'avez lu. Et voilà. Donc, et à mon avis, ça continue comme ça. Ça continue comme ça. Et pourquoi on a choisi Paris comme base de cette revue? Il y avait un optimisme, parce que là, dans ce que vous nous racontez, c'est forcément un optimisme. La chute du mur, une Europe qui se réunit, mais il y a un pessimisme qui était déjà présent. Vous anticipiez d'une certaine manière Cette revue, elle est comme je suis. Moi, je suis un optimiste impénitent, je suis animé par un vrai espoir, quoi. Mais en même temps, je suis lucide. Je sais qu'il y a des forces profondes qui tirent l'humanité perpétuellement vers le bas, mais que c'est pas. Je crois en gros, je suis pessimiste, donc je crois qu'il y a des forces qui nous entraînent, mais je crois que rien n'est jamais fatal. Voilà. Pourquoi ce choix de l'affaire Pellico? Parce que c'est une affaire majeure, parce que toute cette révolution féministe, cette nouvelle révolution féministe, il y en a eu une première à la fin des années 60, qui a continué dans les années 70. À l'époque, je me souviens, j'avais publié 2 livres très importants, je crois. Un, c'était le livre de Gisèle Halimi, dont j'ai été l'éditeur, qui s'appelait La cause des femmes. À mon avis, c'est 1973. Et un autre, la même année, ou peut-être l'année suivante, d'Annie Leclerc, qui était la sœur du grand avocat récemment décédé, Henri Leclerc, qui s'appelait Parole de femme. Parole au singulier, de femme au pluriel. Donc, je pense que La cause des femmes de Gisèle Halimi et Parole de femme d'Annie Leclerc dessinaient les contours d'une première révolution féministe. Et aujourd'hui, entre MeToo et l'affaire Pellico, et la dignité extraordinaire de cette femme, la sauvagerie de ces hommes, il y a là un espace de temps, ça fait quoi, 50 ans, ça fait 50 ans, où je crois c'est déployé, donc la deuxième, je dis deuxième, pas seconde, parce qu'il y aura peut-être une troisième, la deuxième révolution féministe, tout se passe comme si elle avait infusé pendant ces dernières années, et ce sont les petites filles et les petits-fils, puisque là il y a des femmes et des hommes dans ce numéro de la règle du jeu, de Gisèle Halimi et d'Annie Leclerc. J'ai hâte de lire ça. Oui, bah vous verrez. C'est un beau dossier. Et puis c'est les écrivains. Voilà. Oui, parce que c'est un début. La revue littéraire, c'est pas forcément une publication qui est très connue des Français, mais il y a cette idée qu'on fait analyser la société par des écrivains, des artistes. Oui, des écrivains, des artistes. Ça peut être aussi Non, pourquoi c'est un regard plus distant? Il y a cette idée que c'est une revue, pardon, Maria. Des philosophes. Voilà. Il y a cette idée, d'abord, d'une revue internationale. Le comité de rédaction de la revue, le comité éditorial, c'est Salman Rushdie, c'est Mario Vargas Llosa, c'est David Grossman en Israël. Donc ça veut dire que ces gens-là se sentent concernés par l'affaire Pellico, alors que c'est une affaire qui, a priori, comme ça, est franco-française. Écoutez, il y a eu... le comité éditorial ne se réunit pas pour chaque numéro, parce que les gens sont aux quatre coins du monde, mais enfin, tout le monde est informé. Oui, bien sûr, ils se sentent concernés, et ils savent que c'est une affaire importante. Mais vous savez, cette affaire Pellico, c'est terrible, parce que, en même temps, j'imagine la souffrance
que cela est pour cette personne. Et l'affaire Pellico, il y a eu des éditoriaux dans les journaux du monde entier. L'écho de cette monstrueuse histoire est planétaire. Donc que ça soit arrivé aux oreilles de Samuel Doisneau ou Vargas Llosa, c'est pas le plus surprenant. Donc voilà, vous êtes donc à l'arrêt du jeu, revue d'écrivains, d'intellectuels, qui prend un peu de recul, qui paraît 3 fois par an, mais qui a, et ça j'y tiens beaucoup, c'est à mon avis plus important, qui a un site internet, qui lui est quotidien, dont Maria de França s'occupe, et qui lui fonctionne au rythme de l'actualité. Merci de nous avoir accueillis ici. Bon, on va oui, surtout qu'en plus, il est tard et qu'il doit boucler. Et tout ça, alors c'est l'occasion par l'imprimerie. Voilà. Oui, non, je ne vous retiens pas, franchement. Vous allez dans vos bureaux? Oui. Bon. Félix, à demain, cher ami. Au revoir, cher Maria. Au revoir, à demain. Bon, l'occasion de parler de Nuit Blanche. Oui. Vous ne dormez plus. Pas que je dors plus. Vous ne dormez pas, finalement. Je dors. Mais je n'ai plus depuis des décennies de sommeil naturel. Je ne sais plus dormir. Alors, vous ne savez pas vraiment depuis quand, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et c'est ce que vous essayez de découvrir. Oui. Vous nous racontez là-dedans. Je ne sais pas depuis quand. J'ai l'impression depuis toujours, mais ça s'est sans doute aggravé avec le temps. Donc, depuis toujours. Je n'ai pas de souvenir de périodes de ma vie, sauf brèves, je les évoque, des moments, un séjour dans le sud de l'Italie où j'ai l'impression que je dormais il y a 30 ou 35 ans, un séjour dans le sud de la France où j'ai l'impression aussi d'avoir dormi. D'avoir eu cette chance. Pardon ? D'avoir eu cette chance. Oui, c'est un peu absurde. Vraiment, ça paraît même un peu con, mais c'est quand même la vérité. J'ai comme ça des souvenirs dans ma longue vie de plages de temps qui me semblent miraculeuses. Ouais. Pas parce que j'y lisais des livres extraordinaires ou pas parce que j'y rencontrais des gens exceptionnels, mais parce que je dormais. Ça paraît bizarre, mais c'est la vérité. Vous avez quand même une hypothèse première. Vous ne dormez pas parce que vous en avez trop vu. Ça, c'est une hypothèse que j'évoque en riant, parce que c'est celle qui a évoqué. Prenez du recul, mais vous. C'est celle qui a évoqué devant moi, en riant, avec un peu de sérieux quand même, parce que quand il riait, il était toujours sérieux, mon ami Philippe Solers. C'est Philippe Solers qui aimait cette hypothèse. Quand je raconte dans le livre comment, quand je le rencontre pour la première fois en 1977, et que je lui lis d'un bout à l'autre mon premier livre, toute une semaine, tous les après-midi d'une semaine d'affilée, mon premier livre, Barbarie et visage humain, il doit y avoir des pauses dans ma lecture, et dans une de ces pauses, je dois lui dire que je ne dors pas. Déjà. Et déjà, voilà. Alors voilà, il me demande si c'est à cause de l'écriture du livre, je dis sûrement, etc. Il me dit, il y a peut-être autre chose, et puis on se connaissait peu, mais on est devenu une sorte d'électricité positive qui s'est installée entre nous très très vite. Et il a cette phrase, il me dit, écoute, c'est peut-être parce que je rentrais du Bangladesh, où j'avais vu des choses que je n'avais pas demandé à voir, et qui n'est pas fréquent pour un jeune homme de voir, et je pense que ce n'est pas recommandé non plus, c'est-à-dire des atrocités. En gros, Bangladesh, à l'époque, c'était le théâtre, là, d'un vrai génocide. Pas les génocides comme on nous dit aujourd'hui du côté de la France insoumise, vous voyez, pas génocide avec une armée qui envoie des médicaments, qui évacue les enfants blessés, qui fait attention à ne pas génocide comme ça, qui fait attention à ne jamais viser intentionnellement des civils. Là, au Bangladesh, j'étais le théâtre à 23 ans, oui, d'un génocide vrai, c'est-à-dire un plan délibéré par l'armée pakistanaise d'anéantir la population du Bangladesh. Et j'ai donc vu des choses atroces. Vous avez vu des choses atroces qui potentiellement vous empêchent de dormir, mais pourquoi vous avez continué à les voir? Vous me dites, je n'avais pas demandé à les voir à 23 ans. Pourquoi vous avez continué à y aller? Est-ce qu'il y a, une attirance de la guerre, une drogue de la guerre? Non.
Non, 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 non. Non, honnêtement, je me suis évidemment posé la question, mais non, parce que je n'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre, j'aime pas le... Mais vous n'êtes pas non plus un antimilitariste convaincu. Non, parce que je crois qu'il y a des guerres justes. Je crois que quand il n'y a pas le choix, quand un peuple opprimé ou quand une démocratie attaquée n'ont pas d'autre choix, ben, il faut faire la guerre. Quand l'Europe faisait face à Hitler, elle aurait dû affronter militairement Hitler bien avant d'être attaquée elle-même, dès les années 30. Je crois ça. Je crois qu'aujourd'hui, en Ukraine, j'ai tourné des 3 films pour dire cela. Je crois que il est bon, il est juste, il est nécessaire pour nous tous, pour la sécurité de l'Europe, que l'Ukraine se défende. Pour se défendre, il faut des armes. Et les armes, malheureusement, c'est la guerre. Donc il y a des guerres justes. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas plus vivant près des morts et de la violence de la guerre? Non, non. Je peux vous dire que non. Je me sens vivant. La seule chose que je pourrais dire, c'est que quand je rentre d'un tournage en Ukraine, ou quand je rentre d'un reportage, comme j'en ai fait jadis pour Le Monde, au Darfour ou en Angola, ou quand je rentre, comme je le faisais ces temps derniers, ou comme j'ai fait encore récemment pour Match, par exemple, d'un reportage en Israël dans les heures qui ont suivi le 7 octobre. Oui. Et quand je me retrouve à Paris, là, je n'en crois pas mes yeux et mes oreilles. La paix, la vie normale, la beauté des villes et des humains, la qualité des rapports sociaux, même s'il y a de la passion triste, du ressentiment, plutôt ça. Je me sens vivant quand je rentre d'un reportage. Pas quand je suis en reportage. Quand je suis en reportage, je me sens, non, du côté de la mort. Les reportages de guerre, vous êtes du côté de la mort. La mort donnée, la mort reçue, la mort menaçante, la mort qui rôde, pas la vôtre, celle des autres. C'est celle des autres qui m'intéresse d'ailleurs, dont je témoigne, que je raconte, dont j'espère que mon témoignage pourra la conjurer. Voilà. Mais je dis tout ça dans le livre, c'est très clair. Non, non, je n'ai pas d'attirance pour ça, franchement. Non, non. En revanche, je crois que, peut-être à cause d'un personnage important du livre, qui s'appelle André Lévy et qui était mon père, peut-être que pour lui, pour être fidèle à ce qu'il m'a enseigné, à l'exemple qu'il m'a donné, à ce que fut sa propre jeunesse, peut-être que je me sens un devoir de ne pas profiter bêtement de mes privilèges d'occidental, de français, et de français encore plus privilégiés que d'autres. Voilà. Peut-être je me sens... Ça oui. Un devoir de témoigner, un devoir de sortir, comme on dit aujourd'hui, de ma zone de confort. Oui. Un devoir d'aller vers l'autre. Ça oui, ça c'est possible. On commence notre déambulation? Ah ben allons-y. Dans votre quartier? Absolument. Alors, vous dites, tiens, dans Nuit Blanche, que la révolution est insomniaque, que la guerre est insomniaque, si je prolonge. Ce que je dis, c'est pas seulement la révolution, je dis que oui, je dis que dans les moments intenses de l'histoire universelle, on ne dort pas. Le monde ne dort pas. Le monde est en ébullition. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. Moi, j'ai vécu quelques expériences de ce genre, et je les évoque aussi. Oui, bien sûr. Je raconte le Maïdan de Kiev, par oui. exemple. Le Maïdan de Kiev en 2014, où j'étais, et où j'ai eu le grand privilège et honneur de prendre la parole. Sur le Maïdan, on ne faisait pas la différence entre le jour et la nuit. On dormait, enfin les gens, pas moi, mais les Ukrainiens ne dormaient pas. Personne n'avait l'idée de dire « je suis fatigué ». Non, non. Comme pendant la Révolution française. Le seul qui dormait, c'était le pauvre Lafayette, qu'on appelait le général qui dort. Et Danton, qui dormait trop, qui a été un des premiers à passer à la guillotine. Vous dites même que dormir, c'est perdre une guerre, quasiment. Je crois que quand on est... oui, je crois que quand on est en temps pas seulement de guerre,
Mais quand l'histoire universelle se précipite, il y a des forces qui se déchaînent et il ne faut pas les laisser être plus fortes que vous, quoi. Et pour ne pas les laisser plus fortes que vous, ben, il faut en effet rester en éveil. Voilà. Alors en éveil, c'est une métaphore, ça veut dire en éveil en général, en éveil les yeux ouverts, mais c'est une métaphore qui s'entend aussi au sens propre. À demain, Félix, Maria. Au revoir. Bon, je vous suis, finalement, c'est vous qui connaissez le chemin mieux que moi. Oui. On n'a pas joué la comédie, on le connaît. On va faire comme si on connaissait le chemin mieux que vous. Et comme si Riyad n'allait pas se cogner contre la porte. Voilà. Mais, alors, oui, Riyad, c'est le seul qui travaille. Bon. Alors, nous allons à pied au flore. Oui, et c'est calé, il me suit, vous me suivez, il me suit. D'accord. Hop. Allez, hop, par ici. On vous reproche, ce que vous dites, que vous pleurez les morts du monde entier, vous parlez du Bangladesh, du Darfour, de toutes ces guerres que vous avez vues. Et on vous reproche en ce moment de ne pas pleurer de la même manière les victimes d'une autre guerre, celle qui se passe à Gaza en ce moment entre Israël et le Hamas. Est-ce que vous trouvez ça injuste et injustifié? Dans un, les gens n'en savent rien, si je les pleure ou si je les pleure pas. Oui. D'accord? Deux, quand ils verront Nuit Blanche, quand ils liront Nuit Blanche, ils s'en donnent la peine. Enfin, ces gens-là ne lisent rien. Les gens qui me reprochent ça ne lisent rien. Enfin, s'ils lisaient Nuit Blanche, ils verraient que je les pleure. Ils verraient que je les pleure. Ouais. Il y a des pages sur ce sujet précis, où j'explique que je pleure littéralement les morts civils de Gaza. Après, s'ils me lisent jusqu'au bout, ils sauront, mais ça ils le savent parce que je l'ai souvent dit, que ces morts civils de Gaza, il y a un responsable de leur martyre, c'est le Hamas. C'est le Hamas. Un, à cause du 7 octobre et de la prise d'otages monstrueuse qui est au démarrage de tout ça. Deux, parce qu'il s'est fait un bouclier de ses propres enfants. Et trois, parce que, ayant pour stratégie non pas de minimiser le nombre de ses morts, mais de les maximiser, il ne fait pas la chose la plus simple qui arrêterait les morts, qui serait de rendre les armes. Mais vous dites évidemment que vous pleurez ces morts, vous le dites, c'est page 99. Oui, d'accord, bravo. Et vous dites, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le Hamas. Mais est-ce que Tsahal et Israël, d'une certaine manière, et toute personne sensée admettra que le Hamas se protège derrière des civils. Et d'une certaine manière, ceux qui attaquent, c'est Tsahal, c'est Israël, pour se défendre peut-être, mais c'est eux qui exercent. Pour se défendre peut-être, mais c'est pas pareil. Non, ceux qui attaquent, pardonnez-moi, ceux qui attaquent. Oui, à l'origine, le 7 octobre, c'est le Hamas, évidemment. Pas seulement à l'origine, le 7 octobre. À l'origine, le lendemain, le 8 octobre, c'est le Hezbollah libanais. Quelques semaines après, c'est les Houthis du Yémen. Et globalement, Israël est attaqué sur tous les fronts par une puissance impériale qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile, mais enfin c'était pas joué, qui s'appelle l'Iran. C'est Israël qui est attaqué. C'est pas l'inverse. Et encore une fois... C'est-à-dire que pour vous, la réponse d'Israël et de Tsahal est mesurée, est à la bonne échelle, au bon niveau. Mais elle est au sens propre mesurée. C'est-à-dire qu'il y a peu de tirs israéliens, peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu qui ne soient littéralement mesurés dans le but et l'intention qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. À chaque fois, il y a dans les bataillons israéliens, et ça je le sais, je l'ai vu, je connais ça, il y a dans les bataillons israéliens des hommes de droit, des avocats ou des légistes qui, sur le champ de bataille, qui sont en mesure de contester un ordre en direct, de demander l'annulation d'une frappe, parce qu'ils pensent que cette frappe
va menacer en effet une zone civile. Parce qu'il voit passer dans le radar de ces armes horribles qui sont les armes modernes, il voit passer, il voit une présence civile. Bien sûr que la frappe, elle est proportionnelle. Est-ce que vous comprenez que cette position, ce que vous expliquez, n'est pas entendue sans parler d'extrémistes pro-Hamas, par des humanistes qui se disent « mais non, je ne peux pas accepter qu'il y ait autant de morts ». Et ces morts, ils sont le fait du Hamas, évidemment, puisque on le sait, ils se protègent sous des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle je demande, avec d'autres, depuis 1 an, que cette guerre s'arrête. Et pour que cette guerre s'arrête, il faut que une pression soit exercée, pas sur Israël, mais sur le Hamas et sur le Hezbollah. Qu'est-ce qu'attend? Mais est-ce qu'Israël, en tant que pays démocratique, occidental, qui est en position de force, peut aussi prendre une décision d'éviter ce nombre de morts? Mais ça consistera en quoi? Alors, imaginons qu'Israël prenne cette décision-là. Ça veut dire qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Attendez. Ils décrètent un cessez-le-feu unilatéral. Oui. Après, étape d'après, ils négocient avec le Hamas. Parce que c'est le Hamas qui est au pouvoir aujourd'hui à Gaza. Bien sûr. Ils négocient avec le Hamas. Étape suivante. Le Hamas est victorieux. Il crie victoire sur l'ensemble de la scène palestinienne, moyen-orientale et mondiale. Il devient une référence, un modèle, un héros. Alors je vous suis et je suis d'accord avec vous, vous me convainquez. Mais à ce moment-là, je suis obligé d'en arriver à la conclusion que ces morts, ces enfants qui meurent, ne peuvent pas être épargnés, que c'est un dommage collatéral obligatoire. Non, ils pourraient être épargnés si le Qatar, la Turquie, la Russie, l'Iran, tous les pays parrains du Hamas qui ont de l'influence sur lui avaient dès le premier jour fait pression, leur avaient tordu le bras pour les contraindre à cesser le feu. On est dans une situation paradoxale. Aujourd'hui, la guerre de Gaza est quasiment terminée. Pendant tout le temps de cette guerre atroce, on nous parlait tous les jours d'appels à cesser le feu adressés à Israël, mais jamais au Hamas. Est-ce que vous avez entendu depuis 1 an une demande sérieuse, formulée par des pays sérieux, c'est-à-dire en gros ceux qui ont une influence réelle, genre Qatar? Est-ce que vous avez déjà entendu appeler le Hamas? Oui, mais d'une certaine manière, on a une plus grande exigence envers Israël parce que c'est un pays démocratique, vous voyez? Mais évidemment, mais l'exigence qu'on a, moi aussi, bien sûr, l'exigence qu'on a vis-à-vis d'Israël, pays démocratique, c'est qu'il ne fasse pas une guerre indiscriminée qui mélange qui mette un signe d'équivalence entre combattants et civils. Oui. Ça, c'est l'exigence qu'on a le droit d'avoir. Après, il y a une exigence que l'on doit avoir, d'abord, ne serait-ce qu'avec les deux parties, c'est que le feu cesse. Au moment où Israël, au bout d'1 an, a fini par intervenir au nord contre le Hezbollah, l'histoire des beepers, etc. Bien sûr. Ça faisait 1 an que le Hezbollah, mais soyez honnêtes, bombardait tous les jours le nord d'Israël. Personne n'appelait à cesser le feu. Personne n'appelait le Hezbollah à cesser le feu. Personne ne dénonçait. Le jour où Israël, personne ne parlait d'escalade. D'accord? Tous les jours, il y avait des bombardements. Personne. Le jour où Israël finit par dire, écoutez, on ne peut pas vivre comme ça en recevant des bombes sur la tête tous les jours, et décide d'entrer dans la guerre, là on commence à dire, oh là là, escalade. Oui, mais quand je vous écoute, il y a presque une forme de complot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... Non, il y a eu... Et on dit la même chose de l'autre côté. L'autre camp, on dit, oui, tout pour Israël, on ne dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout pour Israël quoi? Tout pour Israël quoi? Non. Pour l'instant, réprobation mondiale, condamnation à l'ONU, des soldats israéliens qui ne peuvent pas venir dans certains pays parce qu'ils craignent d'être victimes d'un mandat d'arrêt. Je vois pas quoi pour Israël. Dans Nuit Blanche, vous racontez une nuit avec Benjamin Netanyahu. Ah oui, ça c'est vrai. Une nuit, oui, une quasi-nuit, exact. Oui. C'est un insomniaque comme vous? Oui, je crois. Et on sent bien que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez du mal, pas d'accord, mais presque vous ne vous comprenez pas dans ce que vous expliquez.
ne comprend pas votre position, vous ne comprenez pas la sienne. C'est surtout une scène assez drôle, enfin, je crois, assez drôle, parce qu'il y a en effet une discussion politique, et ça, c'est pas un secret que je l'ai dit publiquement partout, en Israël, en France, aux États-Unis, que je ne suis pas d'accord avec lui, avec sa politique. Donc il y a ça. Mais il y a surtout une chose, c'est surtout ça que je raconte, qui est assez drôlatique. Vous parlez de son cœur. Voilà. Il me dit qu'il porte un pacemaker. Il me demande comment je vais. Je lui dis écoutez, moi je vais bien. Il me dit mais vous devrez mettre un pacemaker aussi. Je dis écoutez, j'en ai pas besoin. Il me dit bah on en a toujours besoin. Je lui dis je dis pas du tout. Si, on se sent avec un pacemaker, on se sent safe. Et puis il me vante donc le pacemaker qu'il a en m'expliquant que c'est le meilleur modèle disponible sur le marché. Et il a cette phrase à la fin, il me dit écoutez, et là il est en effet 3h du matin, pleine nuit, dans ce bureau désert, et il me dit vous savez, ce pacemaker est tellement solide, tellement efficace, tellement technologiquement sophistiqué, que même après ma mort, mon cœur continuera de battre. Et cette phrase est à la fois... C'est l'équivalent... C'est terrifiant. Terrifiant. C'est l'équivalent de la phrase de François Mitterrand dans ses derniers vœux, voilà, disant où que je serai avec vous, car je crois au fond de l'esprit. Vous le connaissez? Est-ce que vous avez senti... Vous le connaissez depuis quand d'ailleurs, assez personnellement? Netanyahou? Ouais. Depuis 1995 peut-être, 94, 95. Donc depuis 30 ans, est-ce que vous l'avez senti? Parce que vous avez côtoyé des personnalités, des dirigeants autoritaires. Est-ce que vous avez senti peut-être un tournant autoritaire chez lui? Ou certains traits de l'autoritarisme? Non, il y a une chose avec laquelle vraiment j'ai manifesté dans la rue en Israël contre ça, et je l'ai écrit dans mon bloc-notes du Point. Avant la guerre de Gaza, avant la guerre lancée par le Hamas, il y a eu cette réforme judiciaire qui tendait à qui voulait priver la démocratie israélienne d'une de ses plus belles armes, et c'était en rognant les pouvoirs de la Cour suprême, et c'est cette fameuse réforme judiciaire. Donc ça, on peut appeler ça un tournant autoritaire, oui, bien sûr, une velléité autoritaire en tout cas. Et là, dans ces derniers mois, depuis 7 octobre, est-ce qu'il y a une colère qui peut s'exprimer en lui et qui peut... Une colère, je ne sais pas, pour l'instant il est... Vous savez, cette démocratie israélienne, franchement, est quand même assez extraordinaire. Le vrai sujet, c'est pas ça, c'est que vous avez un chef de guerre, parce qu'il est, de fait, il est devenu un chef de guerre, qui mène plutôt bien cette guerre, et qui passe tous les après-midi de sa vie en ce moment chez le juge pour répondre d'une affaire de corruption, en pleine guerre. Voilà, une affaire de corruption dans laquelle il est coupable ou innocent, j'en sais rien. Bonsoir. Les juges le diront. Mais, Monsieur Claude, comment... Bonne année. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir Claude, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Vous aussi, bonne année. Merci beaucoup. Vous installez, On se met ici? un croque-monsieur ou quelque chose? Oui. Allez. Vous prenez un dîner, quoi. Hein, voilà, oui. Toute l'équipe, hein? Très bien, monsieur. On se met ici? Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui. Donc, c'est ça le miracle, hein, et l'information capitale. C'est un pays qui est capable une démocratie qui est capable de supporter cette épreuve quand même hallucinante, d'avoir son Premier ministre qui, le matin, fait la guerre et l'après-midi répond au juge pour une affaire de corruption, sérieuse ou pas, on verra bien, portant sur des faits qui datent d'il y a plusieurs années. Vous ne trouvez pas ça pas mal? Non, franchement. C'est vrai. Est-ce que vous connaissez beaucoup de démocraties qui ont fonctionné comme ça? Ah, je sais pas, mais oui, il faudrait prendre des exemples, mais trouver des exemples. Une démocratie en guerre, la règle, c'est qu'elle instaure l'état d'exception. Toujours. État d'exception. Churchill,
quand il est au plus fort de la guerre, il ne se pose même pas de questions, il fout en tôle tous les gens du parti Mosley, le parti fasciste anglais. La guerre d'Algérie en France, mesures d'exception, plein pouvoir, torture, suspension de la liberté de la presse, etc. Une démocratie qui tient bon après, pas 1 an, mais 75 ans de guerre ininterrompue, parce que c'est ça Israël. La guerre, elle dure depuis 75 ans, en vrai, depuis sa création. Bah écoutez, à part l'épisode qu'il n'a pas réussi de cette fameuse réforme judiciaire de l'année dernière, la démocratie tient bon. Voilà. Mais j'ai parfois la sensation que vous n'êtes pas capable de critiquer Israël. Même si évidemment, tout le monde a le droit de le défendre, mais il n'y a jamais un mais. Mais il pourrait y avoir de mais. Vous me lisez mal. J'ai écrit sur Netanyahou des éditos très critiques et même incendiaires. Non, j'ai participé aux côtés d'Eli Barnavi et d'autres quelques mois avant l'attaque du 7 octobre. Une conférence à Bruxelles où j'ai tenu, comme les autres, des propos très sévères. Non, bien sûr que c'est pas vrai. Je critique Israël comme je critique n'importe quelle démocratie. Ce que je ne veux pas critiquer, parce que ça, c'est là où on met le doigt dans un engrenage terrible, c'est l'existence même d'Israël, et en particulier son droit à se défendre. Mais critiquer Israël, bien sûr que oui. On est au Flore, Ouais. au café de Flore. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange de bon ici? Écoutez, moi j'aime pas manger devant une caméra, Ah bah alors on va juste donc prendre on va un verre. manger légèrement. Ah d'accord. Moi je prends une omelette, Bah 2, je vous suis alors. 2 omelettes. Parfait. Vous vous souvenez Monsieur Claude, on prend 2 omelettes fromage, ça va? C'est très bien. Parfait. Très cuite ou... Pas trop. Un peu baveuse. Moi très. Très. Non, l'inverse. 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 Baveuse. Très. Très bien. Qu'est-ce que vous dites? Moi je prends de l'eau. Moi aussi. Vous savez, je fais toujours la même chose, je prends ce que prend l'invité. Vous vous souvenez les premières fois que vous êtes venu ici? Première fois, C'est pas la première, mais... 60 ans. Ouais. J'étais Mais adolescent. qui mangeait ici il y a 60 ans? Qui étaient les gens à la table à côté de vous? Ça, c'est fascinant. Ici, c'était la table du patron du Flore qui s'appelait... J'ai oublié maintenant. Ça a été sa table pendant très longtemps. Après, c'était la table de Pierre Berger Ouais. qui était là. Et c'est un endroit d'ailleurs, c'est une chose qui peut déplaire, hein, je ne sais pas, moi je trouve ça sympathique. Il y a des espèces de privilèges dus au mérite et à l'attachement. Par exemple, Pierre Berger avait sa table. Donc la règle, c'est que quand M. Berger avait réservé sa table, personne ne pouvait la prendre. En revanche, s'il ne venait pas, là, Oui. là-haut, il y avait la table de Sonia Riquel. Oui. Oui, qui avait sa Premier étage. boutique juste C'est là. une boutique à côté, voilà. Et je trouve ça pas mal, cette espèce de respect des anciens, des amis, qui fait qu'ils ont ce petit privilège. Voilà. Quelle est la personne la plus extraordinaire avec qui vous avez dîné ici? Il doit y en avoir qu'un, aucune. La personne la plus extraordinaire, ma femme. Bonne réponse. Et la plus décevante? La plus décevante, Vous faisiez une joie de dîner avec cette personne et en partant, vous vous êtes dit, bof, pas terrible. Il va falloir être méchant, c'est ça le problème. non, c'est pas ça. Non, je vais être méchant, mais je me souviens pas, honnêtement. Je suis pas rancunier surtout. Voilà, c'est pas de la rancune, pardon. Pour les omelettes, c'est 2 omelettes fromage, c'est ça? Ouais. Une baveuse et une... Voilà. C'est ça. Une très baveuse et une un peu cuite. Un peu baveuse. Non, personne n'a plus décevante, je ne saurais pas dire.
Qu'est-ce que ça représentait, le Flore et ce quartier? Parce que vous êtes d'où? Vous êtes né où? Moi, je suis né en Algérie, Oui. dans un village, un port de pêche qui s'appelle Benissaf. Oui. Voilà. Et où je n'ai jamais vécu, mais où je suis né. Et en revanche, je suis très parisien, mais mes parents n'habitaient pas du tout dans ce quartier. Mes parents habitaient Neuilly. Oui. Et ce quartier, il y avait une attirance, parce qu'il y avait ce mythe, cette légende. Non, ce quartier, c'est surtout que quand je suis devenu étudiant, quand je suis entré en Hippocagne en Cagne, puis à l'école normale, rue d'Ulm, voilà, c'était le quartier. Donc on descendait de Louis-le-Grand ou de la rue d'Ulm à pied, avec mes camarades de l'époque, avec Olivier Cohen, qui est maintenant le patron des éditions de l'Olivier, avec d'autres, on marchait, et de temps en temps, quand on avait 3 sous en poche, on venait prendre un café au Flore. Les temps changent et les personnes passent. Jean-Marie Le Pen est mort hier. Quelle a été votre émotion, votre sentiment, votre première pensée lorsque vous avez appris la nouvelle? Je vous le dirai pas parce que même quand ce furent des adversaires politiques rudes, je ne commente pas la mort des gens. Enfin, je la commente quand je veux leur rendre hommage, quand ce fut des proches, mais quand ce ne sont pas des proches, et à plus forte raison des adversaires, je ne dis rien. Alors, quelle a été votre réaction sur, justement, ces réactions politiques, médiatiques, populaires à son décès? Populaire, vous voulez dire place de la République? Par exemple. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse. On ne fait pas ça. Dans le livre, merci beaucoup. Dans le livre, vous expliquez qu'il y a 5 lettres qui vous posent encore un problème. On va aller aux 3 dernières plus tard, mais d'abord, il y a RN. Est-ce que vous trouvez encore que le Rassemblement national est dans la suite idéologique de Jean-Marie Le Pen ou non? Oui. Comment? Parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire ça, mais sur quoi on peut s'accrocher, trouver une prise sur ce que fait le Rassemblement national? Je ne cherche pas à m'accrocher ni à trouver une prise, et j'adorerais, au contraire, ne pas en avoir et ne pas penser... Alors expliquez-moi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le RN ne fait plus d'erreurs, ou en tout cas lisser son image, a changé... Mais d'accord, mais la politique, c'est pas une question d'image et de lissage. Là, ou alors, on n'est pas des communicants, ni vous comme moi. On est des citoyens éclairés. Essayons de parler de l'essentiel. Oui. Donc l'essentiel, c'est pas une image lissée, c'est les réflexes profonds. Par exemple, mettons, c'est pas une prise, c'est un fait, c'est l'attitude vis-à-vis de l'Europe, la méfiance vis-à-vis de l'Europe, le souverainisme. Alors, on peut être souverainiste, c'est possible. Mais moi, je ne le suis pas. Moi, je pense qu'une France réduite à ses frontières, tournant le dos à l'Europe sans le dire ou en le disant, est une France du malheur, est une France rabougrie. Par exemple, le Rassemblement national, si vous sortez du périmètre français, rapport aux grandes questions de la politique internationale, que ce soit dans la manière dont les relations avec Bachar al-Assad, du temps où il régnait, les relations avec la Russie poutinienne. Un, je suis pas d'accord avec ça. Deux, je pense que c'est pas des comportements démocratiques et républicains. Et trois, je pense que c'est des comportements hostiles aux intérêts de mon pays. Mauvais pour la France. Tendre la main à Poutine, comme ils l'ont fait de manière très très affirmée jusqu'à la guerre en Ukraine et de manière plus honteuse depuis, je pense que c'est pas bien. Quand on est français, c'est pas bien pour notre pays. Voilà, des choses... Vous n'allez pas sur la question de la morale, parce que ça a longtemps été peut-être d'ailleurs ce qui a desservi la cause de ceux qui combattaient le Rassemblement national. La morale, le RN, ce sont des fascistes, sans parler du fond, des idées. Là, vous parlez des idées. J'ai toujours parlé de ça. Mais c'est quoi la morale? Mais c'est quoi la morale? La morale, c'est est-ce qu'on soutient un dictateur dont on sait maintenant qu'il
il écrasait dans des broyeurs les corps de ses partenaires, de ses adversaires, et parfois de ses partenaires d'ailleurs, dont il pensait qu'il l'avait trahi. Est-ce qu'on est pour ce type-là ou est-ce qu'on est pour les démocrates syriens qui étaient légion dans les années 2012, 2013, jusqu'à 2015, 2016 ? Ça, c'est de la morale. Est-ce qu'on est pour un peuple qui résiste depuis 2014, qui est le peuple ukrainien, ou est-ce qu'on est pour une Russie impériale qui hait l'Europe de toute sa nouvelle âme, qui est la Russie de Poutine ? Pardon, mais c'est de la morale. C'est une question d'oreille et de morale. Quand on écoute les dirigeants de la Russie depuis 15 ans, presque 20 ans, c'est quand même ça qu'ils disent. Ils haïssent l'Occident. Poutine, dit-on, il hait l'Occident. Il hait l'Europe et il hait la France. Et il la méprise. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce qu'on est indulgent ? Est-ce qu'on est fasciné ? Ou est-ce qu'on est choqué ? Voilà. Moi, je pense qu'un républicain, c'est quelqu'un qui est choqué. Voilà une chose que je reproche. Ouais. On passe aux 3 autres lettres. LFI, la France Insoumise. Est-ce qu'on est plus dur avec ses anciens camarades qu'avec ses ennemis de toujours ? Non, moi je suis. Il ne s'agit pas d'être dur. Dans la position qui est la mienne. Pardon, dans Nuit Blanche, vous attaquez et vous critiquez plus la position de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise que du Rassemblement National. Peut-être, mais parce que ce que je trouve, c'est que il y a trop d'indulgence pour les deux d'ailleurs, à mes yeux. Oui. Trop d'indulgence pour le RN, mais trop d'indulgence pour LFI. Quand je vois la façon dont l'essentiel de la gauche française, la gauche républicaine, a fait affaire, parce que c'est même pas alliance, a fait affaire avec LFI au moment des dernières élections, il y a quelque chose là de renversant qui m'indigne. Donc en effet, j'étais en train d'écrire Nuit Blanche quand cela est arrivé, je n'en croyais pas mes oreilles. Et apparemment, pour nombre d'entre eux, sans état d'âme apparent, sans scrupules, sans douleur, vous voyez. Donc à cela, c'est vrai qu'il faut... oui, c'est vrai que ça me fait de la peine, c'est vrai que ça m'énerve, c'est vrai que ça me choque, et c'est vrai qu'il faut essayer de le dire avec force pour essayer de les réveiller. On ne peut pas faire une alliance électorale avec des gens qui, au même moment, soutiennent le Hamas, appellent font des appels au terrorisme, mettent une équivalence entre les dirigeants israéliens, quelques reproches qu'on puisse leur faire, et des dirigeants djihadistes, etc. etc. On ne peut pas faire alliance avec ça. Lors de votre Nuit Blanche, vous vous interrogez sur le changement. Qui a le plus changé entre Jean-Luc Mélenchon et vous ? Lui. Je le connais depuis longtemps, je les crois, je le connais, ça n'a jamais été mon ami, hein, mais je le croise depuis longtemps. Je le voyais déjà à l'époque dans l'entourage de Mitterrand, petit bonhomme essayant désespérément de capter un peu de l'amour du monarque, du roi. Et je crois à son succès. Je pense que Mitterrand l'a toujours méprisé. Donc je le connais un petit peu. Mais en ce temps-là, il était médiocre, mais il n'était pas vil. Il n'était pas vil. Il avait une certaine dignité morale, politique. Aujourd'hui, il n'a plus de dignité. Donc il a changé. Moi, en revanche, à part l'âge, je suis à peu près le même, en tout cas dans mes... Voilà, quand vous commencez à évoquer l'idée, j'ai presque cru sentir que vous allez dire « j'ai changé ». Vous dites non. Non, Si vous avez changé. Dans mes convictions ? Vous n'allez plus manifester comme vous le faisiez à Bologne, il me semble, c'est ça que vous racontez. Oui. Vous n'allez plus place de la République pour manifester. Vous vous sentez loin de ces idées révolutionnaires. Mais attendez, moi j'irai pas à la place de la République manifester. Merci parce beaucoup. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne manifeste pas pour la justice, on ne manifeste pas pour les droits des pauvres, on manifeste pour autre chose.
On manifeste pour le soutien à des tyrans, on manifeste pour la réintégration dans le corps national d'individus classés terroristes et ainsi de suite. C'est ça, moi, qui me gêne. Sans ça, bien sûr, je pourrais manifester. Pas changer pour ça. Bon appétit. On la goûte, cette omelette du fort. Bah voilà. Mythique, alors. Voilà. Merci beaucoup, Claude. J'irai finir de dîner chez moi tout à l'heure avant de me coucher. Mais voilà, déjà un petit encas. Vous allez quand même vous coucher. Bah oui. Faut bien. En plus, je suis à France Culture demain matin très tôt. Et donc, Pour continuer sur cette gauche, vous employez un terme fort. Cette gauche est fasciste. oui. Pourquoi? En quoi? Déjà parce qu'elle est antisémite. Pas de la gauche. Cette part de la gauche. Elle est... Un grand nombre des dirigeants de LFI se conduisent aujourd'hui comme des fascistes. Le fascisme, c'est pas réservé à la droite. Hein. Vous avez une droite fasciste. Il y a un grand livre d'un historien qui s'appelait Zeb Sternel, qui s'appelait la droite révolutionnaire, où il montrait que la droite pouvait être révolutionnaire, que la gauche pouvait être fasciste. Donc aujourd'hui, LFI renoue avec sa tradition fascisante d'une certaine gauche de l'époque de l'affaire Dreyfus. Antisémite, éventuellement raciste, refermé derrière ses frontières peureusement et fermé à l'international. Moi, il y a une chose que j'ai, par exemple, qui n'a jamais changé en moi, c'est que j'ai toujours été internationaliste. J'ai toujours pensé que ce que je crois bon pour mon pays peut être aussi bon pour les pays voisins ou lointains. J'ai toujours pensé que ce que je souhaitais pour mes enfants était souhaitable pour les enfants d'un Afghan ou d'un Iranien. J'ai toujours pensé ça. La gauche aujourd'hui, cette gauche-là, cette gauche, elle n'est même pas extrême. Cette gauche mélanchoniste, elle s'en fout des enfants des femmes iraniennes. Et des femmes iraniennes, tout, s'en fiche. Le grand reproche que je fais à tous ces gens qu'on a vus pendant un an manifester contre le génocide à Gaza, c'est que je ne les voyais pas manifester avec la même ferveur, ni même manifester du tout, contre les féminicides en Iran. Pas un mot. Pas de protestation de masse, pas de combat féministe affiché. C'est ça le vrai problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur qui était belle dans la gauche traditionnelle, qui était l'internationalisme. Ça veut dire que ce qui est bien ici... C'est intéressant, parce que vous avez une forme d'ethnocentrisme. Vous considérez que notre civilisation occidentale est d'une certaine manière supérieure aux autres et que nous devons tendre vers un monde complètement occidentalisé parce qu'il y a plus de liberté chez nous. D'abord, elle n'est pas occidentale. La civilisation, les valeurs judéo-chrétiennes, que je sache, elles sont nées quelque part autour de la Judée. Oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes une société qu'on qualifie simplement peut-être occidentale. Oui, mais l'Australie aussi. Oui, vous avez raison. Aussi. Bah oui, vous avez raison, bien sûr. C'est pas l'Occident. Alors comment dire, comment vous voulez l'appeler? Non, pas notre. Vous avez en Amérique. Notre modèle de vie, notre modèle de société. Non, pas notre. Ce modèle, enfin notre, je ne sais pas qui est nous, mais nous, c'est pas l'Europe. Nous, ni l'Amérique, c'est l'Amérique du Sud, certains pays, c'est la Corée du Sud, en Asie. D'accord. C'est Taïwan. D'accord, mais alors, ces gens ont plus ou moins le même mode de vie. Eh bien, il y a un mode de vie démocratique qui accorde la liberté, qui prêche, qui pratique l'égalité des sexes, qui pratique la liberté d'expression, qui reconnaît le droit de tout ce que vous savez, et je pense que ce modèle-là, il est supérieur aux autres, oui, bien sûr, il est supérieur. Mais il n'est pas européen. Il n'est pas européen, blanc, ou je ne sais pas quoi. Bien sûr. Il est mondial.
il est contesté par cette partie de la gauche. C'est ça que vous dites. Ah bah, c'est des antidémocrates, et c'est des antidémocrates qui, lorsqu'ils sont particulièrement vocaux, sont des antidémocrates fascisants. Voilà. Le fascisme, c'est ça. Le fascisme, c'est la haine du libéralisme et la haine de la démocratie. Voilà. C'est ça l'origine du fascisme. Et après, ça va au racisme, ça va à l'antisémitisme et à d'autres horreurs. Mais le cœur matriciel de ce qu'on a appelé le fascisme, c'est l'antilibéralisme et l'antidémocratie. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez ça chez Poutine, vous avez ça chez les Iraniens, vous avez ça chez les Turcs, vous avez ça chez les Chinois, et vous avez ça chez ceux qui, en Europe ou aux États-Unis, manifestent quelque indulgence pour ces lascars. Elle est très bonne. Oui. Elle mérite le détour. Je ne vois rien. C'est intéressant parce que vous dites que ces 5 lettres, donc j'y reviens, RN, LFI, sont un problème. Il y a quand même une très grande part des électeurs, si ce n'est une majorité peut-être, qui votent pour ces deux camps. Ouais. Est-ce que c'est de votre faute? Vous en parlez, la faute de ces élites dont vous faites partie. Ça vous agace, ça? On dit souvent, c'est vrai que c'est la faute des élites qui n'écoutent plus ce peuple. C'est peut-être vrai d'ailleurs, non? Bah non, attends. Que les gens qui votent LFI ou RN n'écoutent pas les élites, c'est une évidence. Qu'elles haïssent les élites et que cette haine soit l'un des moteurs de leur vision du monde, c'est vrai. Oui. Est-ce que c'est la faute aux élites si elles sont haïes? Je crois pas. C'est jamais la faute des gens. C'est des raisonnements bizarres, ça. Quand quelqu'un est haï, comme dans la vie, c'est pas sa faute à lui, voyons. Donc, je ne veux pas vous faire des comparaisons faciles, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne peut pas dire que l'agressé est responsable de son agression. On ne peut pas dire... Voilà. Donc, je ne crois pas. Bien sûr qu'il y a une haine des élites en ce moment. 1. 2, je pense que... C'est pas de leur faute. Bien sûr que c'est pas de leur faute. D'une certaine manière, c'est vrai, les élites ont le pouvoir, ont souvent l'argent, ont la culture, c'est vrai. Et donc, il y a une responsabilité peut-être. Parmi ces élites, vous en avez qui ont fait et qui font un bon usage de leur argent, un bon usage de leur pouvoir, un bon usage de leur culture. Vous avez les deux. Le peuple doit être responsable de ses choix. Je crois que notamment dans une démocratie adulte, où les gens sont renseignés, lisent les journaux, écoutent la télévision, etc., en effet, c'est pas des bonnets abusés, ils sont responsables de ce qu'ils pensent. C'est trop... Je trouve ça extraordinairement méprisant pour eux, et trop facile en même temps, que de dire « Ah, mais c'est les élites qui les ont, quoi, maraboutés, envoûtés, désenvoûtés, se sont désintéressés. » Quoi, non. Les gens sont responsables de ce qu'ils pensent, sauf peut-être en dictature. En effet, il n'y a pas de moyens de communication, quand il n'y a pas de moyens de savoir ce qui se passe. J'ai connu, je me rappelle, j'étais en Serbie au moment de la guerre de Bosnie, les étudiants serbes en grève savaient à peine qu'il y avait une guerre à Sarajevo. Bon, très bien, c'était une dictature. Et en France, non, on n'est pas en dictature, donc les gens sont responsables. Dans l'un de vos rêves, vous n'en avez pas, mais expliquez dans Nuit Blanche. Vous dites, tiens, si je pouvais changer de peuple. C'est honteux de penser ça. C'est honteux, oui. Ouais, c'est la phrase de Brecht, elle est horrible. C'est bon. Vous savez ce qu'on va vous dire. Voilà, ils détestent le peuple. Non, je ne déteste pas, évidemment pas. J'en suis, j'en viens. Mais je ne suis pas obligé. En démocratie, on dit le peuple souverain, d'accord? Oui. On dit ça, peuple souverain. Un souverain, c'est quelqu'un, personnage individué ou personnage collectif, qu'on a le droit de critiquer. Voilà. On a le droit de critiquer le souverain. Franchement, on ne se prosterne pas devant le souverain. Que ça soit Louis XIV ou le peuple français, russe, ce que vous voudrez. Donc, le souverain. En France, en démocratie, le peuple est souverain, donc il y a un devoir de critique.
C'est le droit, c'est le devoir qu'exercent d'ailleurs les minorités en démocratie. Ceux qui ont perdu l'élection et qui ont des droits. Vous savez très bien qu'une des caractéristiques des démocraties, un des marqueurs, c'est pas les droits de la majorité, c'est les droits des minorités, des droits qui sont, malgré la défaite, reconnus aux perdants. C'est les vaincus qui sont le marqueur de la démocratie. Ben non, il faut qu'on y aille. Hein. Vous n'avez pas fini votre omelette, mais... J'avais encore mangé un petit peu. Alors, vous voulez qu'on aille où maintenant? Alors, on va prendre la voiture, on va marcher un tout petit peu dans le quartier, on va prendre la voiture et on va dans une exposition qui est en lien avec Nuit Blanche. Ah, c'est votre idée. Oui. Plein de À questions. dire à ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas la mienne, mais on va voir. On va voir, on va voir. Allez, Je vais vous challenger. Riyad, on est prêt? On y va. Je vais quand même aller voir Claude pour savoir combien on lui doit. C'est bon, c'est fait. C'est vrai? Merci beaucoup. Oh, pardon. Bon, alors vous n'avez toujours pas retrouvé avec qui vous avez été déçu. Ah, vous êtes vraiment... Oui, vous savez, quand on dit une vacherie, une méchanceté, ça marche toujours. Mais honnêtement, c'est pas par... c'est pas pour pas faire de peine ou par prudence, c'est honnêtement, j'ai pas de souvenir de quelqu'un de formidablement décevant, Ouais. avec qui je serais venu ici. Et en plus, je suis rarement déçu par les gens, parce qu'il y a toujours, sauf les salauds, mais les gens pas salauds. Les salauds, je déjeune jamais avec eux. Ouais. Mais les gens décevants, il y a toujours quelque chose de bien, quelque chose Ça, c'est l'humanisme qui de est en vous. sympathique. Non, c'est comme ça l'humanité. Merci beaucoup. Merci. À Merci. bientôt. Merci. Merci beaucoup, Claude. Ah, elle était bonne cette omelette. Hein. Ah ouais, très bien, merci beaucoup. Oh, pardon, merci. Voilà, merci. Alors, ce qu'on découvre aussi dans ce livre, c'est que vous êtes complètement drogué, en fait. Vous êtes un accro au médoc. Ça c'est la phrase terrible qui va faire le buzz dans votre... Vous n'allez pas nier. Après ce que vous écrivez là-dedans, vous n'allez pas nier. Exact, oui. Je suis accro au médoc pour dormir. Oui. Oui. Pour dormir. Mais vous connaissez la liste, les spécificités de chacun. Oui. Ah oui, mais attendez, ça fait 50 ans que je cherche des... Parce que les somnifères, je ne veux pas faire... Enfin, c'est votre choix, vous me mettez là-dessus, donc on est en direct. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans les somnifères. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que là, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus d'effroi de la nuit ou d'effroi du jour. Vous vous endormez mécaniquement comme une souche. Ça, c'est suprême. Mais il faut avoir le bon. Et on s'accoutume toujours au bon. Il y a un temps, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, où le somnifère cesse de faire son effet. Donc, depuis le temps, je les connais tous. Alors celui du moment, c'est lequel? Celui du moment, c'est celui que connaissent tous vos spectateurs, parce qu'il est assez, je crois, couru, c'est le Stinox. Mais je vais bientôt en changer. Ah oui? Justement, oui. Parce qu'il marche. Vous me parlez ça comme si vous saviez changer de voiture, vous voyez? Oui. Mais qu'est-ce que je vous dis? Alors, Vous voulez que j'arrête de dormir? Ah ben non, certainement pas. Comme on ça. Oui, mais vous en inquiétez d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui m'arrive si je dors pas? Bien sûr. Ben oui. Celui-là, c'est 36 minutes. Entre le moment où je prends le truc et le moment où je plonge dans le sommeil, 36 minutes. Oui. Mais vous n'êtes pas tout à fait éveillé. Il y a une forme de Il y a la sommeil paradoxal. Il y a la moitié des 36 que je suis en pleine forme. La deuxième moitié qui est un peu épouvantable, parce que là, j'ai l'impression d'être lucide, mais je ne le suis plus. Donc si je reçois un SMS de vous... Et là, je peux faire des bêtises. Voilà, c'est oui. ça? Non, si vous recevez ça dépend. Si vous recevez un SMS de moi avec des fautes d'orthographe ou avec un bout de phrase sans queue ni tête, vous pouvez vous dire en effet que... Oui, là, c'est le moment. Qu'on est dans les deuxièmes 18 minutes, oui. Et ça, il m'est arrivé de faire des bêtises, mais terrifiantes. Terrifiantes. D'envoyer des messages absolument lunaires. Oui, puis en plus, j'imagine les contacts que vous devez avoir dans votre téléphone. Voilà. Ouais. Donc j'ai pu vraiment provoquer des catastrophes. Alors, je crois que les gens d'abord
Enfin, les gens qui me connaissent, contrairement à ceux qui ne me connaissent pas, m'aiment bien. Donc ils sont indulgents. Oui. Et comme premièrement, et deuxièmement, ils savent que je suis, en effet, que j'ai ce problème de sommeil, donc ils ne se formalisent pas. Parce que ce sont des passages très marrants. Vous mettez aussi en concurrence vos médecins. Oui. Mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Et donc vous vous dites, ah tiens, il me proposait la même chose que l'autre, et lui non, il me propose autre chose. Je mets mes symptômes éventuels, parce qu'en plus je me porte bien. Ouais. Je mets mes symptômes à l'encan. Voilà. Des symptômes sur le marché. Et j'ai en effet. Le problème, c'est que maintenant, ils vont être au courant. Ils sont au courant. Ouais, ça y est. Ils ne vexent pas, non? Il y a les deux cas de figure. Mais non, je crois ils ont presque autant d'amitié pour moi que j'en ai pour eux. Moi, les trois, j'ai de l'amitié. Et je dis pas ça parce qu'ils risquent d'être devant leur Internet en train de nous voir, je le pense vraiment. J'ai pour les trois tendresse et admiration. Et confiance surtout. C'est ça le principal. Et ces trois as de leur métier, donc c'est pas ça. Mais qu'est-ce que je vous dis, la médecine n'étant pas une science exacte, si j'ai une question, je la pose à trois. Je vois les résultats. On est dans ce quartier. Vous connaissez bien? Oui. Vous aimez Paris d'ailleurs? Vous aimez encore Paris? Oui. Ouais. Oui. C'est pas le cas de tout le monde ici. Quand on dit que vous aimez Paris, bon, les gens sont pas. Moi, j'adore Paris. J'adore Paris, j'adore les rues de Paris, j'adore marcher. Je marche dans des conditions comme. Oui, parce que vous faites aussi des conseils fitness. Marcher 45 minutes, pas rapide. Oui, mais c'est pas fitness, non, c'est pour me calmer. Ouais. Ah, vous calmez? Me calmer. Mais alors. De mes colères, voilà. Je suis très souvent en colère. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées au Flore. Donc 45 minutes de marche rapide, ça calme. Vous le faites le soir, la nuit, quand vous n'arrivez pas à dormir ou non? Non. Non. Non, mais je le fais. Non. La nuit, ça peut encore m'arriver. Si. Il y a une communauté d'insomniaques. On s'en rend compte quand on vous lit. Bon, déjà, Vous êtes insomniaque, vous? Ça dépend des périodes. Oui. Ouais. Bon. Ça dépend des périodes. J'ai senti. En fait, j'aime pas trop dormir. J'ai l'impression de perdre mon temps. Ben voilà. Ouais, c'est ça le problème. Mais j'en ai besoin, fondamentalement. Mais alors, on est dans le même cas. vous faites d'ailleurs un peu une forme de reproche. Faites aux gens, peut-être par jalousie aussi, mais franchement, vous avez que ça à faire de dormir. C'est ça que vous dites aux gens. Exact. Vous êtes jaloux, au fond. Non, je suis pas jaloux, je suis... Non, je suis pas jaloux. Je sais qu'on a besoin de moins de sommeil qu'on ne croit. Moi, je croyais, quand j'avais 18 ans, je pensais qu'il fallait 8 heures par jour de sommeil, etc. etc. Parce que j'avais lu ça dans les journaux, parce que mes parents me l'avaient dit. Donc, je me suis rendu compte que c'est des conneries, qu'on peut très bien dormir 4-5 heures et qu'on est... Et j'ai compris ça très tôt quand je préparais les concours de l'école normale, puis de l'agrégation. Et puis je sais surtout les choses formidables qu'on peut faire quand on dort. Les livres que j'aurais pas lus, le temps gagné par rapport les livres, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On lit. Vous parlez de cette communauté parce qu'il y en a un qui visiblement est de votre congrégation, c'est le président de la République. Il me semble, oui. Vous voyez son bureau depuis chez vous? Oui. Vous me racontiez ça, donc vous savez, ok, là je peux lui écrire, il est debout. Bah, je vois, oui, sauf qu'il a oublié d'éteindre la lumière, je ne sais pas. Mais en général, oui, je vois à peu près. C'est un de vos grands mystères. On dit de vous que vous avez du pouvoir, de l'influence. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, vous avez une capacité à vous approcher des gens qui comptent, des puissants. Comment vous faites? Pourquoi? Est-ce que vous les séduisez? Est-ce que vous le recherchez? Ou c'est eux qui vous recherchent? Non. Ça marche comment? Non. D'abord, j'ai une capacité, je crois, à me rapprocher de gens très différents, pas seulement les gens de pouvoir. Quand je fais
Quand je vais passer quelques jours dans le camp de réfugiés de Lesbos, je me sens, je crois, ou quand je vais sur les premières lignes kurdes au moment de la guerre contre Daesh, je crois être assez proche des combattants kurdes. Bon, ils ne sont pas puissants. Donc non, moi j'aime les gens, je m'intéresse à eux, ça me passionne. Après, il arrive qu'ils soient puissants. Alors quand ils sont puissants, ce qui m'intéresse... Oui, mais vous avez une chance de pouvoir côtoyer ces gens-là. Mais ça, c'est la France, ça, c'est pas moi. Vous vivez, cher ami, dans un pays qui a inventé ce qu'on appelle la figure de l'intellectuel. Oui. Et l'intellectuel, c'est quoi? C'est un truc qui n'existe pas aux États-Unis. Pendant l'affaire Dreyfus, d'ailleurs. Pendant l'affaire Dreyfus, oui. Et un intellectuel, c'est quelqu'un que la société autorise, dont elle comprend, dont elle tolère, qu'il interpelle les puissants, qu'il s'adresse à eux, qu'il défend Dreyfus, même contre l'armée française, même contre... Voilà, on est le pays de ça. Donc c'est pas propre à moi, il y a toujours eu des intellectuels qui s'adressent aux puissants, pas pour parler d'eux, mais pour défendre une cause, pour défendre des valeurs. C'est ça la logique. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président de la République? Vous avez été plus proche de certains que d'autres. Aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, ça ressemble à quoi votre relation? Ma relation avec le président Macron, c'est que j'ai voté pour lui 2 fois, Ouais. avec beaucoup de... avec autant d'enthousiasme que la démocratie le permet. La démocratie, c'est pas un vote plébiscitaire, hein, c'est un vote raisonnable. J'ai voté 2 fois et je ne le regrette pas. Voilà. Je fais partie de ceux qui ne le regrettent pas, qui pensent que j'ai eu raison de le faire. Où est notre voiture? Elle est un peu plus loin. Ouais, elle est là-bas. Hop, on va avancer pour la trouver. C'est vrai que c'est beau quand même, puis c'est agréable. Ça, ici. Ah, ouais, heureusement qu'il ne pleut pas. Comme vous avez bien lu mon livre, vous savez que j'aime pas les parapluies. Je suis contre les parapluies. Donc, s'il pleuvait, on aurait été saucés. Oui, ce qui est un problème. Surtout pour Riyad. Voilà. Vous auriez dû annuler l'émission. Est-ce que tout va bien, Riyad? Bon, c'est bon, tout va bien. Vous auriez dû annuler l'émission. On n'annule jamais, sachez-le. On trouve toujours des solutions. Venez, vous êtes de ce côté, Bernard Henry. Je vous laisse entrer. Merci. Bon, installez-vous confortablement. Vous avez de l'eau sur votre droite. Tout va bien. Si vous voulez. Je regardais vos SMS, là. Non, je regarde. Ou le plan de votre interview. Exactement. Je me dis, ok, j'en suis là. Il a répondu à ça. Ça, il m'a pas bien répondu. Je vais y revenir. Vous voyez. Bon, essayez toujours. Au début, vous êtes... Comment vous entrez en littérature? Comment j'entre en littérature ben, pas comme en religion. Un peu par hasard. Voilà. Ouais. Sans l'avoir véritablement calculé. J'entre en littérature parce que j'ai des choses à dire. Ouais. Voilà. Parce que je rentre du Bangladesh, comme je vous l'ai dit à une conversation, et je me dis qu'étant donné ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, etc., ce serait un peu bête de ne pas le raconter. Que voilà, il n'y a pas grand monde à l'époque qui s'intéressait à tout ça. Après 4 ans plus tard, j'ai 3 idées quand même qui me trottent dans la tête, après avoir lu Solzhenitsyn, après être... etc. Et je me dis pareil qu'il y a quand même des choses à dire que personne ne dit vraiment comme je le dirais. Et ça s'appelle La barbarie à visage humain. Ça, c'est 1977. Voilà. Donc je ne suis pas rentré en littérature. C'est la phrase de Gide sur je ne sais plus qui d'ailleurs, qui s'était mis écrivain comme on se met grand coiffeur. Je ne me suis pas mis écrivain comme on se met cafetier. Je suis devenu écrivain parce que j'avais des trucs à dire. Mais c'est important parce que ça veut dire inversement que si j'avais demain le sentiment de ne plus avoir rien à dire, ou de ne rien avoir à dire de neuf, ou qui fasse un peu... Je pense que je pourrais ne plus écrire. Vous pourriez vraiment, parce que vous avez... Je pense, oui. Ouais.
Mais ça voudrait dire aussi s'écarter des médias, tout ça. Alors ça m'est entièrement égal. Ah oui? Ça fait combien de temps que vous m'écrivez pour faire cette émission? Ça doit faire 6 mois. Ouais. 6 mois ou même un peu plus? Peut-être. Oui. Bon, c'est pas parce que vous nous avez refusé, c'est parce qu'on n'a pas trouvé la date. Non, c'est parce que je ne cours pas après les... Non, c'est parce que ça... Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas trop envie de faire l'émission. Pas du tout. L'émission, elle est parfaite. Mais c'est pour vous dire que pour moi, le moteur de ma vie n'est en aucun cas les médias. Vous auriez pu rester un écrivain, oui, à 7, presque artiste maudit, vous voyez, parce que vous avez touché aux médias, et d'ailleurs ça veut dire que votre œuvre et votre travail touche les gens. Vous avez aussi touché, on l'a dit, à d'autres choses, la politique, vous êtes approché des puissants. Est-ce que vous auriez pu rester, non, un écrivain modeste? En tout cas modeste, peut-être pas par... L'important pour un écrivain, je crois vraiment, c'est vraiment, enfin un écrivain en tout cas comme moi, c'est-à-dire un écrivain d'idées, un écrivain qui parle de choses, c'est rare que j'écris, mais même là d'ailleurs, ça parle de tout le monde, parce que l'insomnie c'est le mal du siècle, quoi, hein, je suis loin d'être le seul. Moi. Donc, l'important c'est de toucher les gens. Après, ça peut être un très grand public, ça peut être un minuscule public, c'est pas très grave. Dès lors que le minuscule public, si c'était le cas, l'empreinte est forte, l'influence est réelle, la communauté précaire qui se forme est solide, ça suffit, évidemment. Il y a des grands écrivains, je sais pas, Maurice Blanchot, par exemple, ou aujourd'hui Pierre Michon, qui ont des communautés de lecteurs réduites, mais extrêmement intenses. L'intellectuel que j'admire le plus aujourd'hui vivant, il s'appelle Jean-Claude Milner. C'est pour moi l'écrivain, d'ailleurs aussi, et l'intellectuel le plus admirable. Je ne sais pas si vous êtes très familier de son œuvre et de son nom, peut-être pas. Ben, je suis content dans ce cas de l'évoquer là, devant vos auditeurs et devant vous. Il a un public restreint, mais ardent, intense. Il fait penser des gens. Il a vraiment aidé nombre d'esprits. C'est quelqu'un un peu plus âgé que moi. Il a aidé nombre d'esprits à se façonner. Ça, c'est exceptionnel, peu importe le grand nombre. Mais il faut qu'il y ait un effet. Voilà. Vous parlez beaucoup de Google. Vous parlez beaucoup des nouvelles technologies. Alors, ce que j'imaginais pas du tout. Vous voyez, j'imaginais que vous aviez tout en tête, vous êtes un philosophe qui pense, vous n'avez pas besoin de Google. Mais si, vous avez besoin de Google. Il y a un sujet en ce moment, autour des GAFAM. Est-ce que vous avez déjà rencontré Elon Musk? Non. Vous aimeriez le rencontrer? Écoutez, il en était... J'ai hésité une seconde parce qu'il en a été question il y a quelques mois. Il y avait un voyage en Israël prévu. Et je ne sais pas comment vous dire. Ça aurait pu se faire, mais je n'y étais pas. Moi, j'aime les gens fidèles. J'aime un minimum de constance. Et Elon Musk, il y a une chose qui m'a tout de même gêné avant ce qui se passe maintenant. Hein. Je vais y venir. Ces agressions contre l'Europe, etc. Tout ça. J'imagine que ça vous inquiète. Évidemment. De soutenir l'AfD, de se mêler des affaires italiennes, au Royaume-Uni, maintenant le Groenland et le Danemark, enfin, tout ça. Bien. Mais avant ça, il y a une chose moi, qui m'a beaucoup choqué, c'est l'Ukraine, l'attitude vis-à-vis de l'Ukraine. Et de Zelensky. Oui, de l'Ukraine. La première année de la guerre, Elon Musk était une providence pour l'Ukraine à cause de Starlink. C'est-à-dire que les résistants ukrainiens communiquaient à travers le satellite d'Elon Musk. Satellite d'Elon Musk qu'il avait fourni gratuitement. Puis il y a eu une espèce de changement de cap dont on a compris après qui n'était pas fait du hasard ni une question de commerce, qu'il était vraiment un revirement idéologique dont on voit aujourd'hui les derniers effets, qui fait que d'un seul coup, il a coupé Starlink. Puis après, il l'a remis, puis après, il l'a recoupé. Ça m'a blessé. Pour moi, l'Ukraine, c'est... On a parlé d'Israël tout à l'heure beaucoup. J'aurais pu parler tout autant de l'Ukraine. Hein. J'ai passé les 3 dernières années à tourner 3 films. Bien sûr. Donc j'y ai passé beaucoup de mon temps.
J'ai brisé le pain, j'ai partagé la vie, j'ai partagé des moments durs, etc., avec des jeunes et des vieux Ukrainiens. Et pour moi, vous voyez, leur destin ne m'est pas indifférent. Donc, cette espèce de girouettisme d'Elon Musk, je l'ai découvert là et quelque chose m'a glacé très, très vite. On y va? Oui. Ryan va nous montrer le musée des arts décoratifs et on va voir cette exposition, l'intime. Ok, Parce que vous nous faites rentrer dans votre intimité. ok, ok. Vous venez? Ok, ok. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. De la chambre aux réseaux sociaux. D'accord. Vous nous faites entrer dans votre chambre et vous dites que dans ce livre, je vous ai lu, que c'est peut-être le plus intime que vous ayez écrit, Oui. le plus personnel. Oui, oui, bien sûr. C'est un livre qui me fait peur, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Un livre Pourquoi? que je publie dans la crainte et le tremblement. Ah, parce que je n'ai jamais fait ça. Je suis quelqu'un d'assez verrouillé. Et voilà, c'est vrai que contrairement à ce que croient les cons, qui me disent le narcissisme, je suis très peu narcissique. J'ai passé ma vie à parler des autres. Enfin, que ce soit, je sais pas, un livre sur Sartre, des reportages sur les guerres oubliées, enfin, un livre sur Daniel Pearl, et ainsi de suite. J'ai passé ma vie à écrire sur les autres. Mais vous avez un personnage avec ses initiales, BHL, votre chemise, votre coupe de cheveux. Est-ce que cet homme qu'on voit de loin, c'est le même que celui qui se couche le soir quand vous n'arrivez pas à dormir? Quelle différence il pourrait y avoir? Je sais pas, il pourrait y avoir un rôle que vous jouez, que vous tenez. La coupe de cheveux changerait le soir à partir de 2h du matin. Elle serait peut-être moins soignée. Hein? Ce personnage, vous l'entretenez. Et là, peut-être que vous le brisez un peu. Voilà, on voit Bernard-Henri Lévy chez lui. Je ne saurais pas vous répondre. J'ai vraiment pas l'impression d'entretenir quoi que ce soit. Moi, je m'appelle pas BHL. Hein. Je ne me suis jamais appelé BHL. BH, d'ailleurs. Ben, je m'appelle BH, je m'appelle Bernard-Henri, oui, mais je ne m'appelle pas BHL. BHL, ça a été inventé... faudrait voir, d'ailleurs. Mais à mon avis, pas à mon avis, tout de suite, dès 1977, et à mon avis, plutôt par des adversaires que par des amis. Il me semble, mais j'en suis pas sûr. Je ne sais pas, mais comme ça j'y pense en vous parlant, je me demande depuis quand ces initiales sont nées. Je me dis que c'est depuis le début, et au fond, je ne crois pas que c'était les gens qui m'aimaient bien. Pourquoi? Je ne sais pas, il faudrait réfléchir. Il faudrait d'abord que ce soit vrai, il faudrait que je réfléchisse mieux, et après, il faudrait savoir pourquoi. Ici, regardez, le lit. On n'a pas le droit de se mettre dessus. En quoi c'était... Ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il fallait briser pour écrire ça et raconter ça? Il fallait briser ma pudeur, il fallait briser ma répugnance à parler de moi, il fallait briser le principe moral qui fait que j'ai toujours pensé qu'il était... il y a un philosophe français très important qui s'appelle Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas, l'un de ses principes, c'était très simple. C'est comme la politesse, quand on laisse entrer quelqu'un, femme ou homme, c'était après vous. Après vous, c'est un thème, un concept lévinassien que j'ai assez partagé. J'ai tendance à penser que moi, je viens après la personne que j'interviewe au kibbutz de Kfar Aza, après l'Ukrainien que je laisse dans une tranchée mais dont je rapporte des images, après Daniel Pearl dont je m'attache. Alors pourquoi là, avant vous? Ben je sais pas. Là je suis passé, oui. Là je suis passé devant, oui, c'est vrai. Pour la première fois de ma vie.
Parce qu'on est là, on est là, Oui. à côté, Ariel Dombal dort à côté, on est à côté de vous. Je me casse la gueule contre une table de nuit, je me fends la lèvre, ouais, je sais. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle continue à vous voyer, même dans un moment comme ça. Oui, Ça, c'est fascinant, ce vouvoiement. Pourquoi? Ça vous fait sourire? oui, je n'avais pas observé, mais vous avez raison. Oui. Oui. Elle me vouvoiera probablement jusqu'à mon dernier souffle, oui. Et vous, là, vous voyez? Ouais, bah oui. Non, mais je sais Vous pas. n'imaginez pas que je la tutoie quand elle me vouvoie. Qui a pris cette décision, d'ailleurs? Elle ou vous? Observez une chose. Oui. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, enfin vous êtes jeune, mais mettons quelques mois ou quelques années, certains vous les voyez, d'autres vous les tutoyez. Oui. Ok? Vous vous gourrez jamais. Ceux que vous avez l'habitude de tutoyer, c'est très rare qu'on dit attends, on se tutoie ou on se voit. Ouais. Vous êtes immédiatement branché sur la bonne fréquence. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà. Ça vient tout seul, on se pose pas ça la question. vient tout seul. Ouais. Donc là, avec celle que j'appelle A dans ce livre, il y a de très nombreuses années, à l'instant où nous nous sommes rencontrés, ça s'est institué comme ça. Et dans ces cas-là, quand ça s'institue comme ça, très difficile de le changer. Et rien n'est plus d'ailleurs désagréable, non, rien n'est plus, est très désagréable, la personne qui vous dit, allez, on se tutoie. Moi, j'aime pas ça. Et je dis en général, si vous voulez. Mais on ne change pas comme ça. C'est comme un... Soit ça vient tout seul, soit ça viendra jamais. Évidemment. Et puis surtout, c'est pas plus intime de se tutoyer que de se vouvoyer. Ça implique toute une épaisseur de relation entre les deux personnes. Et on ne change pas de mode d'adresse comme on change de chemise, quoi. C'est comme ça. Est-ce que ça, alors que vous êtes un insomniaque, ça vous terrifie? Oui, bah oui, oui. Voilà exactement le genre d'image qui peut me terrifier. Bah oui, là c'est clairement le lit d'un insomniaque. Les deux d'ailleurs, mais celui-là en particulier, là on sent les médocs là. On sent alors en plus ça c'est pas moi ça. Hein. Moi je ne bois pas, je suis sobre. Et voilà, la bouteille de vodka apparemment. Le cendrier c'est pas moi non plus parce que je ne fume plus depuis très longtemps. Enfin voilà, on sent la frénésie de l'insomniaque qui a essayé désespérément de dormir et qui n'y est pas parvenu. Ça, c'est des photos magnifiques de Cartier-Bresson, c'est très très beau. Très très beau. Et là, des livres. Cartier-Bresson, très grand monsieur, par Bien parenthèse. sûr, l'œil du siècle. Oui, mais très grand monsieur, j'ai retrouvé, lorsque j'ai tourné l'un de mes documentaires qui s'appelait Le Serment de Tobrouk, sur la guerre en Libye, sur la guerre en Libye et la guerre des Occidentaux en soutien, j'avais retrouvé un petit film totalement inconnu dans les archives à New York de la brigade Abraham Lincoln. La brigade Abraham Lincoln, c'était la brigade américaine des brigades internationales en Espagne. Un petit film de 3 minutes, une merveille, tourné par Cartier-Bresson, sur les combattants américains engagés dans les brigades internationales. Une rareté absolue que j'ai exhumée, que personne ne connaissait, que les gérants de la fondation Cartier-Bresson, comme d'habitude, ne connaissaient pas. Voilà. Et en effet, que j'avais intégré dans le film. Et donc, voilà. Et ça, honnêtement, je ne savais pas qu'il s'était à ce point impliqué dans la guerre d'Espagne, ce qui pour moi est un marqueur absolu de lucidité et de noblesse, je l'ignorais. Comme l'a fait votre père, c'est ça? Comme mon père, oui. Voilà, mon lit par Cartier-Bresson. Bah, Intéressant. oui, ça m'émeut de voir ça. Pierre Coll, 1932. Lui, il n'est pas insomniaque, il est mort, là. Ah, il pourrait être mort. Ah, il semble regarder quand même, non? Ah, il pourrait être mort, non. Ouais. Oui, bien, il n'est pas mort, mais il a un regard de mort. Il a un regard que pouvait avoir Artaud dans certaines images. Il ne reste qu'à lui fermer les yeux, c'est terrible. Christian Bérard. L'intimité, est-ce que vous pouvez en avoir une? Bon, d'abord, vous êtes un écrivain. Est-ce qu'un écrivain peut avoir une intimité alors qu'il raconte tout dans ses livres? Et deuxièmement, vous êtes un personnage particulier, vous avez une protection autour de vous. Est-ce que cela empêche, bloque, interdit l'intimité?
En tout cas, ça la complique, ça c'est sûr. Mais vous savez, quand on vit ainsi depuis assez longtemps, ce qui est mon cas, et quand on a autour de soi des femmes et des hommes, parce qu'il y a des femmes aussi formidables, avec lesquelles vous avez des vrais liens de sympathie et de confiance. Quand il n'y a pas de sympathie, ils s'en vont. Et voilà. Quand il y a la confiance, la sympathie et l'amitié, c'est presque vos meilleurs copains, quoi. Vous voyez, à force. Un meilleur copain qui est toujours là. Meilleur copain qui est toujours là, mais qui sait ne pas voir, qui sait tourner la tête, qui sait vous attendre dans le même restaurant, mais loin, quand il a l'impression que ces femmes et ces hommes, ils ont un tact extraordinaire et ils comprennent à demi-mot. Ils comprennent à demi-mot que voilà, que là, il y a de l'intime et qu'il faut le préserver autant qu'il est possible et autant que leur devoir le leur permet. Et ils trouvent le moyen. Ils sont d'une délicatesse. C'est des femmes et des hommes surentraînés physiquement, mais ils sont d'une délicatesse infinie. Alors que vous avez cette vie et donc cette protection qui est contraignante, est-ce que parfois vous regrettez et vous vous dites, tiens, si j'avais fermé ma gueule, si j'avais été plus discret, je pourrais avoir une vie différente? Ou non, jamais? Malgré ça, jamais de la vie? Non, monsieur, honnêtement, je m'imagine même pas penser ça. Mais sérieusement, c'est pas de la crânerie. Non, je regrette d'abord à peu près jamais rien. J'ai jamais, même dans ma vie privée, tout ça, les gens disent j'ai fait des erreurs, machin, les gens qui ont eu plusieurs mariages, tout ça, moi je pense vraiment pas ça. Je pense que chaque moment de la vie est béni, que chaque moment de la vie est une bénédiction, on vous apporte des choses et ainsi de suite. Mais penser que j'aurais pu fermer ma gueule et que ma vie en aurait été facilitée, ça c'est impensable. Impensable. Je dis pas que ce serait indigne, hein, mais je comprends qu'on puisse dire ça, mais moi je peux pas le penser. Vous m'arrêtez si je vais trop loin dans les questions, parce que c'est une question de protection. Est-ce que ces gens vous sauvent la vie encore au jour le jour? Parce que ça veut dire quoi concrètement ces menaces? Elles sont de quel ordre? Ce sont des insultes dans la rue ou ça va plus loin? Des menaces très clairement sur votre vie? Non, je pense pas que ce soit une question d'insulte dans la rue, ça c'est... Non. C'est un corps d'élite de la police nationale, d'abord, qui sont là pour des raisons précises et je pense sérieuses, dont je ne m'inquiète pas. Je pose pas de questions. Ah ouais. Parfois, on me dit, mais ça me... Vraiment, je pense que chacun... Ils font leur métier, ils le font admirablement. C'est déjà assez pesant pour eux. Et je ne vais pas en plus poser des questions, savoir... je suis déjà assez control freak comme ça, sans en plus savoir est-ce que ça vient des Iraniens ou est-ce que ça vient des Russes, et dans les deux hypothèses... Ils savent. Honnêtement, on a une des choses qui marche en France, contrairement à ce que pensent ces cons de gens qui crient la police tue, etc. Il y a une chose qui marche vraiment, c'est la police républicaine. On a une police formidable, à tous égards, vraiment. Et un corps comme celui-là, qui est vraiment, je crois, la crème de la police nationale, pour y aller les yeux fermés. Pas moi, en tout cas. On avance un peu dans l'exposition et j'ai une dernière question. Ça m'a... Un lieu de commodité, alors là c'est autre chose, sur l'intime. On n'y est pas dans votre livre, hein, pas à ce niveau-là. Non. Vous parlez du sommeil et de la mort. Et les gens disent très souvent, vous avez raison, moi je voudrais mourir dans mon sommeil. Et vous surtout pas. Vous imaginez ne pas savoir qu'on est mort? Se coucher, la gueule enfarinée, pimpant, content, à l'idée de ce qu'on va faire le lendemain, regarder son agenda. Ouais. Et puis... Ah, vous voulez vous voir mourir? Essayez d'imaginer une seconde l'horreur que c'est, la scène que je vous décris là. Vous vous couchez, déjà impatient de la journée du lendemain, vous ne l'aborderez jamais, mais vous ne le savez pas.
Il y a là une espèce de paradoxe métaphysique vertigineux. Oui, Ben oui, c'est pour ça que vous avez peur de dormir aussi. oui, mais ça fait partie des raisons, naturellement. Quand on s'endort, on n'est jamais absolument certain de se réveiller. Est-ce que vous y pensez, vous, à la mort? Vous avez un Oui, certain âge maintenant. Oui, oui. Vous y pensez depuis longtemps? Oui. Non, je vais vous dire un truc, c'est pas une question d'âge. J'y pense depuis la mort de mes parents. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a une forme de logique. Voilà. C'est d'une banalité écrasante. J'y pense depuis ce moment-là. Et là, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Je vous en vous souhaite prie. pas bonne nuit. Non, mais enfin, je vais essayer quand même de Vous avez- prendre oui. la Oui, dose oui, convenable j'ai bien compris. et d'être en forme de vin. Voilà, Merci, Bernard Olivier. et merci à Riyad là, Ah oui. qui Qui s'en va. s'en va, mais qui a failli se casser la figure 2-3 fois, là, mais ça va.